Eh bien, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir servir de petit entraînement, comme pour le contrôle continu, mais ce coup-là pour le contrôle terminal. Tester vos connaissances par rapport euh, au cours d'attribution causale. Donc là, ça sera sur les théories de Heider, Joseph Davis, Kelley et les théories de Wiener. Donc là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais juste vous présenter une série de questions pour chaque théorie. Et que suite à ça, je pourrais faire une petite pause, vous pourrez mettre en pause la vidéo. Et en fait, je dirai ensuite, à la suite, les réponses. Voilà, tout simplement. Donc tout simplement pour tester si vous maîtrisez bien les différentes théories qu'on a vues en cours. Alors je ferai normalement peut-être demain une deuxième théorie notamment, enfin une deuxième vidéo, pardon, notamment sur l'impuissance acquise et la construction level théorie. Et puis voilà, on est parti. Donc je commence tout de suite avec les travaux de Heider et la théorie de l'équilibre cognitif. Donc là je vous dis chaque question. Après je vous laisse un petit peu de temps, vous pouvez mettre en pause la vidéo, et puis je dirai les réponses associées. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'univers cognitif? Comment se crée une intuition, consistante ou non? Quels sont les deux types de relations possibles entre deux cognitions? Comment l'univers cognitif devient-il déséquilibré? Moi et mon ami n'aimons pas le foot. Est-ce que cette phrase permet un état cognitif équilibré ou déséquilibré? Quelles sont les deux stratégies possibles en cas de déséquilibre de notre univers ou état cognitif? Et pour finir, quels sont les deux types d'attribution causale? D'ailleurs, je vais bien mettre un S. Alors du coup, là, je vais répondre aux questions. Alors tout d'abord, l'univers cognitif, c'est tout simplement la représentation du monde que nous avons, qui permettent d'avoir nos connaissances. C'est l'ensemble de nos connaissances sur soi, sur autrui, sur le monde en général en fait. Et donc cet univers cognitif contient les connaissances, ainsi que les relations entre différentes connaissances. Alors ensuite, une intuition consistante ou non se crée à partir d'infos globales tirées de l'univers cognitif. Donc globalement, pardon. On a deux connaissances. Par exemple, dans le premier cours magistral, j'avais fait l'exemple du skate et de la mamie. Et de façon spontanée et sans vraiment de réflexion explicite, on va en tirer si ces deux connaissances, ces deux cognitions vont bien ensemble ou non. Donc l'exemple pour la mamie et le skate, c'est que ça va pas très bien ensemble. Donc ensuite, pour les deux types de relations possibles entre deux cognitions, donc il existe les relations affectives, donc symbolisées par un L, et les relations d'union, symbolisées par un U. Alors les relations affectives, tout simplement, l'attitude qu'il y a entre deux objets, donc par exemple, Paul déteste le rap, ou j'aime bien les granolas. Typiquement, ça c'est des relations affectives. Sinon, on a les relations d'union, en fait c'est tout sauf l'affectif, donc ça peut être une causalité, une association entre deux cognitions. Bref, vraiment tout sauf affectif. Et donc ensuite, l'univers cognitif devient déséquilibré lorsqu'il y a une contradiction dans la relation entre les objets. Donc lorsqu'il y a une phrase qui dit blanc, lorsqu'il y a l'autre qui dit noir, euh, en fait ça vient créer un déséquilibre au sens où la relation n'est plus sûre et certaine, enfin, est remise en cause, quoi, la relation entre deux conditions. Et donc là, j'ai le petit exemple, moi et mon ami n'aimons pas le foot, est-ce que c'est équilibré ou déséquilibré? Donc là, je vous invite à voir avec les triades, vous savez, j'avais fait un petit exemple avec les triangles, mais moi et mon ami n'aimons pas le foot, là, si vous voulez savoir, c'est équilibré ici. Au sens où j'avais fait avec le triangle, plus plus moins, donc là ça fait une multiplication positive. Donc si vous ne comprenez pas trop, je vous invite à revoir le tout premier résumé du cours magistral numéro 1. Ça fait un peu pléonasme ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ensuite, quelles sont les deux stratégies possibles en cas de déséquilibre? Alors on peut soit agir sur l'environnement, ou sinon faire une réorganisation cognitive, donc c'est-à-dire remettre en cause la relation et la modifier. Et si on échoue à un de ces deux processus, c'est là que vont venir les attributions causales, d'après cette théorie toujours. Et les deux types d'attributions causales possibles sont les attributions causales externes et internes. Donc externe, c'est à la situation particulière,
est interne, on met la cause de cet événement à l'auteur. Donc typiquement, j'avais donné l'exemple de la mamie qui fait du skate parce qu'elle est en excellente santé. Donc là, c'était interne. Hop. On passe maintenant à la théorie des inférences correspondantes. Donc oui, c'est vrai que certaines théories, je vais moins de questions que d'autres parce qu'elles sont peut-être un peu moins complexes. Et donc du coup, je vous présente tout de suite les questions. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur au niveau du premier point, il y a un écart et pas aux autres. C'est peut-être mon côté maniaque, je sais pas. Comment une attribution interne peut-elle être donnée? Qu'est-ce qui empêche, d'après la théorie, de donner une attribution interne? Et que nous montre l'expérience de John Searles en 1967 ainsi qu'une réplication de Sneeders et Jones en 1974. Alors du coup, pour la première question, en fait, ce qui se passe pour donner une attribution interne, c'est qu'on doit s'imaginer des comportements alternatifs qui auraient pu se produire et regarder avec ce comportement les spécificités qui ont été faites. Donc là, j'avais encore fait un exemple toujours dans le premier résumé. Au fait, voilà, on tire la spécificité de du comportement opté. Et donc lorsqu'on tire la spécificité de cette situation, c'est là qu'on donne une attribution interne. Et c'était pour avoir cette spécificité. Donc ensuite, pour la deuxième question, ce qui empêche, d'après cette théorie, de donner une attribution interne, c'est tout simplement l'absence d'intentionnalité. Donc là, je vais encore une fois, dans le premier cours magistral fait, dans le premier résumé, pardon, dans le tout premier résumé, j'avais encore fait un petit exemple avec un raisonnement absurde en fait, avec l'enfant qui se casse le bras parce que, alors qu'en réalité, en fait, c'était inintentionnel, donc il n'y avait pas d'attribution interne possible. Et donc ensuite, pour ce qui est de la troisième question, donc ces deux expériences en fait nous montrent l'existence d'un biais. Et ce biais, c'est le biais de correspondance qu'il le nomme. Alors en fait, tout simplement lorsque le sujet des expériences ne prennent pas en compte l'absence d'intention. Donc il faut quand même une attribution interne malgré l'absence d'intentionnalité. Donc là, avec l'exemple de l'étudiant euh, qui devait écrire un texte dans lequel il aimait Fidel Castro, alors qu'il était forcé de l'écrire, enfin, et qu'il pouvait penser le contraire. Malgré tout, vous avez l'attribution interne comme quoi il aimait Fidel Castro. Hop, voilà. Donc ensuite, on passe à la théorie du cube attributionnel ou le principe de covariation, donc de Cayley, en 67. Donc voici les quelques questions. Quelles sont les trois hypothèses que nous possédons pour expliquer un événement? Quels sont les trois critères de validité, donc les sources d'information, qui viennent nous aider à valider une de nos hypothèses? Quelles sont les conséquences de la présence de chacun des trois critères sur les hypothèses? Et pour finir, qu'est-il reproché au modèle ou par Cayley lui-même? Alors du coup, pour la première question, donc les trois hypothèses que nous possédons, c'est soit cet événement est dû à la personne, soit au stimulus, soit aux circonstances. Les trois critères de validité pour venir tester ces hypothèses sont le consensus des pairs, la consistance du comportement et la distinctivité du stimulus. Alors maintenant, pour venir faire des liens entre ces critères et ces hypothèses, lorsqu'il y a un fort consensus des pairs, ça diminue, ça vient affirmer l'hypothèse que l'événement est dû à la personne. Lorsqu'il y a une forte distinctivité du stimulus, ça vient en fait plutôt confirmer l'hypothèse que c'est bien le stimulus qui engendre cet événement. Et pour finir, lorsqu'il y a une faible, une forte, attendez, lorsqu'il y a une forte consistance, ça vient infirmer plutôt l'hypothèse que c'est dû aux circonstances. Donc le contraire est valable aussi. Donc si c'est
faiblement consistant, ça veut dire que c'est très probable que ce soit dû aux circonstances. Vous voyez un peu l'idée? Et du coup, en fait, c'est principalement cette troisième, donc entre circonstance et consistance, qui est en priorité utilisée par les individus en fait pour faire des attributions. Donc c'est principalement, par exemple, si on a le choix entre deux et qu'en fait on a toujours le choix malgré les critères de validité, on prendra plus souvent euh, une attribution aux circonstances dès que la consistance est faible. Et donc ensuite, qu'est-il reproché au modèle? Donc en fait, c'est un modèle idéaliste car en fait, tout simplement, au milieu écologique, il est parfois difficile de faire ces covariations. Enfin, c'est un modèle aussi idéaliste parce que on serait un scientifique sans le savoir. Enfin, c'est un petit peu idéalisé. Donc maintenant, on passe à la typologie de Wagner, où du coup, je vous demande quelles sont les trois dimensions causales qui viennent créer différentes attributions. Et ensuite, j'ai quelques exemples en fait pour venir tester si vous connaissez en fait les différentes attributions possibles suite à une performance. Alors du coup, les trois dimensions causales qui viennent créer différentes attributions, ce sont le locus, donc interne-externe, la stabilité, de stable à instable, et la contrôlabilité de contrôlable à incontrôlable. Donc maintenant, si j'explique un échec par une cause externe, instable et incontrôlable, alors j'attribue mon échec au... Là, je vous laisse un peu réfléchir. Je vous dis la réponse tout de suite. C'est au hasard. Voilà. Donc cause externe, instable, incontrôlable, c'est le hasard. Donc maintenant, si j'explique une réussite par tout le contraire, une cause interne, stable et contrôlable, alors j'attribue ma réussite à mes... Et là, ce sont à mes compétences. Et pour finir, quelles sont les dimensions causales responsables d'une attribution causale à l'humeur? Donc en gros, qu'est-ce qui fait que ah bah c'est à cause de mon humeur que j'ai réussi ou échoué mon examen? En fait, quelles sont les dimensions causales de l'humeur globalement? Alors les dimensions causales de l'humeur sont internes, instables et incontrôlables. Alors à ne pas confondre avec les efforts qui eux en fait, le seul changement c'est que c'est contrôlable pour les efforts. Donc maintenant on passe à la théorie intrapersonnelle de Wigner. Et donc, voilà, je vous mets les questions ici, vous pouvez mettre en pause à tout moment. Je pense que je vais juste changer maintenant ma stratégie, je vais faire les questions une par une. Que permet d'anticiper cette théorie chez un individu? Alors en fait, cette théorie va servir à essayer de prédire une future performance, donc c'est-à-dire qu'il a déjà fait une première, et donc une future, donc une seconde performance, en fonction des attributions causales données à la première performance, donc que ce soit un échec ou une réussite. Et donc ça passe par l'intermédiaire d'attentes et d'émotions créées par l'attribution causale. Donc ensuite, quelles sont les six émotions ressenties possibles en fonction de la réussite, du locus et de la contrôlabilité attribuée? Et j'ai aussi la troisième question en même temps. Quelles sont les deux émotions supplémentaires ressenties suivant la réussite et la stabilité attribuées? Quelles attentes sur une seconde performance ces émotions engendrent-elles? Et donc là, en fait, je vais devoir juste quitter le diapo pour juste vous montrer les réponses que j'ai mis un peu sur Excel, quoi. Donc les six émotions ressenties, donc ça peut être de la fierté, de la gratitude, de la culpabilité, de la honte, de la colère ou encore de la pitié. Donc ça, ce sont les six principales émotions lorsqu'on joue sur les dimensions interne, externe, contrôlable, incontrôlable, avec réussite, échec. Alors après, la dimension stable, instable vient ajouter deux autres émotions, donc l'espoir ou le pessimisme, entre guillemets. Ce qui va engendrer des attentes différentes, donc des attentes fortes pour l'espoir et faibles lorsqu'on a plus une émotion de pessimisme. Je reviens au diapo. Donc ensuite, faisons-nous ces attributions causales pour n'importe quelle performance. Alors là, en fait, ce qui compte, c'est qu'on ne fait pas
toujours ces attributions causales. En fait, il faut qu'elles soient importantes pour nous, donc la performance soit importante pour nous, que le résultat soit inattendu, ou encore que ce soit tout simplement une performance négative, qu'on soit en situation d'échec. On aura plus tendance à faire des attributions causales pour expliquer l'échec, tout simplement par rapport à l'estime de soi, etc., etc. Et donc la dernière question pour la théorie intrapersonnelle de Weiner, qu'est-ce que le style attributif? Alors le style attributif, ce serait un peu une disposition de chacun à se tourner plus vers un type de cause qu'une autre. Donc là c'est par rapport notamment à la dimension causale du locus, donc interne-externe. Donc il y en a certains qui seraient plus tournés à, je dirais plus souvent, euh, une causalité externe, d'autres ça serait plus une causalité interne. Donc ça dépendra en fait des individus, donc une différence ici inter-individuelle. Et on finit cette vidéo avec la théorie interpersonnelle de Weiner. Donc lorsqu'un observateur voit un acteur commettre un acte, sur quelle idée les attributions vont-elles jouer? Alors en fait, ça a tout simplement joué sur l'idée de responsabilité. Donc le but de cette théorie, c'est de savoir, suivant les attributions causales, si la responsabilité va être donnée à l'acteur, et ainsi les émotions et comportements induits. D'ailleurs, c'est la seconde question. Quelles émotions et comportements sont induits, oui, induits par cette idée? Alors tout simplement, il s'agit d'un continuum. Donc pour les émotions, ça va de la sympathie à la colère. Donc notamment s'il est responsable, ça va plus aller vers la colère. Et pour les comportements, ça peut aller de la récompense à la punition. Plus il est responsable par exemple, d'une faible performance, plus on va aller vers la punition. Alors, pour finir, donc la dédicace à tous les collaborateurs que j'ai eu avec le sujet Allons-y pour le contrôle continu. Dans la scolarité, je vais mettre un verbe là, quelles sont les deux attributions les plus données suite à la performance d'un élève? Alors, je suis désolé pour la qualité médiocre de mon diaporama. J'aurais dû un peu plus vérifier. Alors, tout simplement, les deux attributions les plus données suite à une performance d'un élève, c'est attribution d'aptitude ou attribution d'effort. Donc, je rappelle juste les dimensions causales. Les aptitudes, c'est interne, stable et incontrôlable, alors que les efforts, c'est interne, instable et contrôlable. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous aura été utile parce que je sais que voilà, j'ai peut-être pas été parfait dans cette vidéo au sens où ma méthodologie n'était peut-être pas la meilleure. Donc demain, j'essaierai de faire une vidéo où je vais essayer d'être un peu plus qualitatif. Là, en fait, j'ai préféré, vu le nombre de questions, ne pas faire comme la dernière fois, donc mettre une question, enfin, une question de réponse, une question de réponse, ça aurait été extrêmement long à faire. Et j'ai mieux préféré opter pour cette stratégie, mais je vais essayer de m'améliorer pour demain, pour la prochaine vidéo de demain, voilà. Faudra peut-être que je me dépêche vu que le contrôle terminal, c'est jeudi. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, de bonnes révisions, et puis je vous souhaite bon courage pour la suite de ces partiels, et à bientôt pour une prochaine vidéo.